avancer sur l'arborescence des degrés. Ok. Chers amis, bonsoir. Je dédicace ce cours pour nos frères et nos sœurs du Congo, des Congos et de l'Afrique en général, du Cameroun, et je pourrais citer plusieurs pays, mais je cite là ceux qui m'ont interpellé récemment. Évidemment, le cours est pour tous ceux qui veulent le suivre, et il va donc porter sur l'arborescence des degrés, dans le cadre du rite, ou du moins des rites égyptiens, et essentiellement dans un premier temps, parce qu'on peut tous les aborder, mais c'est fastidieux, bien entendu. C'est la raison pour laquelle on va se concentrer sur celui qui est le plus, je dirais, entre guillemets, répandu, le plus connu, celui qui a fait couler le plus d'encre, celui dans lequel il y a eu des guerres fratricides terribles depuis des décennies, voire même au final quelques centaines d'années. Eh bien, ce rite, donc le R-A-P-M-M, le rite, on prend le R du mot rite, ancien, on prend le A, ça fait R-A, rite ancien, et primitif, on prend le P, de Memphis, on prend le M, et Misraïm, on prend le M. Donc ça fait R-A-P-M-M. Rite ancien, primitif de Memphis, Misraïm. Voilà. On a défini le cadre, on a défini ce qu'on va voir sur l'échelle des degrés, sur l'arborescence, comme cela a été demandé, tout simplement. Alors, le rite ancien et primitif de Memphis, Misraïm, je ne vais pas rentrer là dans ces combats qui sont, pour être très clair, à mon sens, inutiles, totalement inutiles, et sûrement pas gratifiants pour le rite. Ces combats qui existent alors entre les grandes maîtrises mondiales, les grands maîtres nationaux, les grands maîtres ou pseudo-grands maîtres de par-ci et de par-là. Donc, le rite, il est beau, il vaut la peine d'être étudié, il vaut la peine d'être compris. Pour certains, lorsqu'il est bien exécuté par ce qu'on appelle un expert, on pourra revenir dessus plus tard, il vaut la peine d'être vécu. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, peu sont ceux qui en détiennent vraiment les arcanes. Et donc, ce rite, tristement, vraiment tristement, est devenu un rite qu'il est mieux, d'une certaine manière, d'éviter ou de fuir. Les rites égyptiens en général. On expliquera ça dans des cours ultérieurs. D'autre part, nous vous encourageons à vous procurer un livre qui a été écrit par Robert Ambelin. Donc Robert Ambelin, pour ceux qui ne le savent pas, en dehors d'avoir été évidemment grand maître national et d'avoir fait des choses extraordinaires, d'avoir refondu, réformé le rite, si je puis dire, en 1960, pour la deuxième fois d'ailleurs de son histoire du rite, puisqu'il y en avait déjà eu une de réforme avant celle-là, avant ça, bien avant avec Garibaldi, et puis il y avait aussi déjà eu Pessina qui avait touché au rite, qui avait fait une échelle à 33 degrés. Bon, et oui, bien sûr, John Yarker, à qui on attribue des choses de manière rétroactive, mais je ne suis pas très convaincu qu'au final, il ait vraiment fait ce qu'on dit qu'il a fait, mais enfin ça, c'est autre chose. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats de polichinelle. On parle là donc du rite de Robert Ambelin depuis 1960, et je parle très précisément du livre de Robert Ambelin qui est paru aux éditions Lafon, et qui s'appelle « La franc-maçonnerie d'autrefois, cérémonie et rituel des rites de Misraïm et de Memphis », qui est donc vendu, qu'on peut commander n'importe où sur Amazon. Et dans cet ouvrage, donc là il est vendu précisément à 20 € TTC en France, dans cet ouvrage, nous avons tout le rite, tout le rituel, de premier degré, deuxième, troisième, enfin il a publié tout. Et Robert Ambelin était donc le 99e, c'est-à-dire le grand maître mondial. Alors là-dessus, tout le monde est d'accord, donc autant le préciser. Le grand maître mondial du souverain sanctuaire international de l'ordre du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, au moment où il n'y avait pas de division ou de scission, qui, bien que apparu déjà un peu depuis son vivant, mais apparaîtront surtout vers la fin du XXe siècle, après son décès, 2 ans, en 1997, 1998, là ça commence à devenir terrible, et ainsi de suite. Et c'est là où il va y avoir des guerres, essentiellement. Il y en avait déjà eu une ou deux avant, je le concède volontiers. Quoi qu'il en soit, en dehors de Robert Ambelin, au final, qui est sûrement le seul à avoir eu une telle envergure, pour ma part, au jour d'aujourd'hui, bon, certes, il y a des personnes compétentes, scientistes, mais comme personne n'est capable de faire l'unanimité
de tous les grands maîtres, de tous les souverains sanctuaires, de toutes les organisations de Memphis Misraïm, comme il n'y a plus cette unité, et qu'en plus, non seulement il n'y a pas l'unité, mais il y a la guerre, je ne vois pas très bien comment on peut décemment dire ou affirmer au jour d'aujourd'hui qu'un tel ou un tel, et moi je n'en cite aucun en particulier, mais qu'un tel ou un tel est réellement le 99e ou ne l'est pas. À mon avis, ça c'est une période révolue qui a disparu simplement avec Robert Ambela. Effectivement, Robert Ambela a bien transmis à Gérard Clopel. Gérard Clopel donc, a bien été 99e en ranking mondial. Donc il y a eu une période où tout se passait bien. Et après, tristement, il y a eu, on dira, des complications. Bon. Néanmoins, on va se référer à ça. Alors, d'entrée de jeu, j'arrête tout de suite les frères ou les sœurs qui diraient qu'on va révéler des secrets particuliers. Écoutez, si je révèle un secret dans cette exposé sur le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, ben à ce moment-là, il faut commencer par condamner Robert Ambela lui-même, qui a fait paraître tous les rituels au grand public. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc parler du rituel, parler de ce qu'il y a dedans, très concrètement, je ne vois pas bien ce que je révèle, qui est déjà révélé. D'autre part, je pense là à nos frères du Congo, je pense à Angus par exemple, Junior. Je tiens à préciser que dans la deuxième partie de l'ouvrage, en page 203, il y a le rite de Misraïm. Et ce rite de Misraïm a été fourni officiellement par Robert Ambela dans son livre à tout le monde, donc il n'y a aucun secret particulier, et il publie les rituels des 3 premiers degrés d'apprenti compagnon maître, qui constituent les degrés de toute grande loge symbolique du rite de Misraïm. Et c'est donc inscrit et écrit dans son livre que Monsieur Tout-le-Monde peut acheter. Maintenant, les choses ayant été dites, on va commencer à aborder le thème en question. Alors, l'arborescence des degrés, je ne vais pas faire là l'arborescence des degrés du rite de Misraïm en 90 degrés. On le verra bien sûr, mais je veux dire pas dans cet entretien-là. On va donc se consacrer sur le mammouth, comme je le dis souvent, le mammouth des rites égyptiens, le RAPMM. Le RAPMM est constitué en plusieurs strates. On a d'abord une strate qu'on appelle la strate symbolique, avec les degrés d'apprenti, compagnon, maître, les 3 premiers degrés. Donc cette strate symbolique se retrouve de manière générale, globale, presque à 100% actuellement. Ce n'était pas forcément le cas autrefois, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le cas, on dira, dans tous les rites, que ce soit du RE2A, rite écossais ancien accepté, du RER, régime écossais rectifié, ou rite écossais rectifié, peu importe comment on veut l'appeler, le rite français, moderne, le groussier, le traditionnel, et bon, pourquoi. Et ainsi de suite, le standard d'Écosse, le rite d'York, très beau rite d'ailleurs, et tous les rites égyptiens en règle générale. Donc il y a effectivement ce première strate, qui fait partie d'une loge, laquelle fait partie d'une grande loge, une obédience, et donc c'est là où va se passer la première étape du travail initiatique, le premier dégrossissage, si on peut dire, de cette pierre brute qui va s'affiner, pour ensuite commencer à rentrer dans une échelle de degrés, dans un panel, dans une voie un peu plus spécifique. Dans le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, après avoir été apprenti, compagnon et maître, bon, des fois, on a aussi été louveteau quand on est tout jeune, à l'âge de 12 ans, à peu près, de 10, on va dire, jusqu'à peu près 17 ans, c'est encore faisable. Effectivement, il y a cette cérémonie de louveteau, de Lawton, de Lewis, enfin, il y a de multiples de louveton, on peut le prononcer de différentes manières. Bien. Donc, c'est une possibilité. Alors effectivement, il y a une spécificité quand même dans le ROS, le rite opératif de Salomon, qui a été créé par Jacques de la Personne, lequel par la suite donc créé au sein du Grand Orient de France, et puis après qui est sorti de là avec le Ouattara, l'ordre d'initiative traditionnelle de la Royale. Et donc dans ce cadre-là, il y a, on dira quand même un découpage entre l'apprenti entrée, l'apprenti confirmé et tout. Mais bon, de manière globale, apprenti, compagnon, maître, premier, deuxième, troisième degré. Très bien. Autre élément, effectivement, qu'il faut prendre en ligne de compte, les officiers, les fonctions d'officier. Donc un vénérable maître, c'est un office, ça n'est pas un degré en particulier. Pour autant, dans le cadre du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, un vénérable maître, pour exercer, doit être un maître installé. Donc maître installé, il a une cérémonie spéciale qu'on appelle la cérémonie secrète des maîtres installés, qui fait qu'il peut exercer en tant que vénérable maître. S'il ne l'a pas eu, dans le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, c'est un peu bizarre. Je veux dire, il ne devrait pas trop être vénérable maître, mais enfin, ça c'est un autre problème.
D'autre part, pour exercer en tant que vénérable maître, au jour d'aujourd'hui, il est plus ou moins convenu, accepté ou acceptable que le vénérable maître soit au 4e degré, qu'on appelle le maître secret, on va voir ça dans un instant. Mais dans les temps anciens, pour être vénérable maître d'une loge du RAPMM, il fallait être 18e degré, chevalier rose-croix, point valide. Ce n'était pas possible. On était 4, 9, 14, on ne pouvait pas être véné, il fallait être 18 pour être vénérable et être maître installé. Donc les choses évoluent, bien évidemment. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas, dans mon opinion personnelle. Je pense qu'on peut effectivement permettre une certaine forme de souplesse, de flexibilité, de s'adapter au siècle, aux époques, aux mœurs. La technologie change, les moyens qui nous sont fournis permettent d'aller beaucoup plus vite. Malheureusement, dans le bien comme dans le mal, en ce moment, c'est plutôt, je trouve, la décadence et la déchéance, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, du coup, effectivement, il faut savoir peut-être s'adapter un peu, bien que je sois quand même relativement conservateur, traditionnaliste, et que j'ai quand même une forte tendance à aimer, à préférer les formes anciennes, dirons-nous. Mais je reste ouvert à un monde nouveau au sein de la franc-maçonnerie. Alors, après avoir été dans la strate symbolique d'apprenti, compagnon, maître, nous allons passer dans une strate qu'on appelle la strate philosophique, du 4e au 33e degré. Donc, strate symbolique, strate philosophique, et après, dans le cadre du rite ancien primitif de Memphis Misraël, le rite égyptien, de ce rite égyptien en particulier, nous allons effectivement passer dans la strate qu'on va appeler hermétique, pour simplifier, parce que l'hermétisme englobe un ensemble de choses. Bon, pour le moment, on ne va pas sous-découper toute la partie du 34 au 95, ou en tout cas du 34 au 71, et ensuite le 65-66 qui apparaît, et après les 87, 88, 89 et 90, et ensuite plus le 95. Bon. Donc on va aller tranquillement et doucement pour bien comprendre ce système. On va dire qu'il y a 3 strates. Mais en réalité, il y en a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a comme des sous-strates, si je puis m'exprimer ainsi, dans la partie hermétique, où on pourrait le découper un peu différemment. Mais pour simplifier, première strate, symbolique, apprenti, compagnon, maître. Deuxième strate, philosophique, du 4e au 33. Troisième strate, hermétique, du 34 au 95. On dira ça comme ça pour le moment. La strate philosophique commence avec un degré qui est le 4e. C'est quoi? Ça s'appelle maître secret. Bien. Et puis, il y a effectivement, dans cette strate philosophique, des chambres, des appartements, des cénacles, des cercles, des steppes, si je puis dire. La première est ce qu'on appelle un atelier de perfection. Alors, un atelier de perfection, il peut avoir d'autres noms. Il peut s'appeler un cénacle de perfection, il peut s'appeler une loge de perfection, il peut s'appeler un cercle aussi. Mais ça n'est plus utilisé, je crois, depuis plus de 100 ans. Il y avait une autre expression, bon, elle m'échappe, peu importe. Donc, l'atelier de perfection va partir du 4e degré, maître secret, au 14e degré, grand élu de la voûte sacrée, Jacques VI. Puis, il va y avoir un autre cénacle, ce qu'on appelle, après l'atelier de perfection 4-14, ce qu'on appelle le chapitre. C'est-à-dire du 15e, chevalier d'Orient de l'épée, au 18e degré, chevalier Rose-Croix, prince Rose-Croix, souverain prince Rose-Croix, chevalier d'Hérodome avec Kémining, enfin bon, peu importe, le 18. En réalité, d'ailleurs, dans ce chapitre, ce qui est réellement et concrètement travaillé la plupart du temps, ce n'est que le 18e degré. Donc, premier cénacle, 4-14, atelier de perfection. Deuxième cénacle, le chapitre, du 15 au 18. Troisième cénacle, dans le cadre du rite ancien primitif de Memphis Misraïm, le Sénat. Alors le Sénat va du 19e degré au 29e degré. Ce Sénat comporte plusieurs degrés intéressants. Parmi les degrés intéressants, ils sont le plus souvent, bizarrement, travaillés uniquement après le 95e. Alors, il y a des raisons particulières. Bon, c'est relativement rare si on travaille avant. Vous me direz, mais je ne comprends pas, ça devrait suivre un ordre. Alors pourquoi on va d'abord aller là-haut et après revenir ici? Alors je pense au chevalier du temple, 20e degré, ou au 28e chevalier du soleil. Ensuite, nous avons donc, on a vu 4-14, atelier de perfection, 15-18, chapitre, 19-29, Sénat, et on rentre dans la réopage. Donc A-R-E, aréopage, et non pas A-E,
Aéropage, A-E-R-O, parce que sinon là c'est comme un aéroport, ça n'est pas le cas, on n'est pas dans le ciel, on est sur la terre, c'est un aréopage, puisque le nom vient de Arès, de la colline d'Arès, où il y avait le débat sur terre avec les archontes, c'est-à-dire les nobles de la ville et tout autrefois. Bien, bref. Dans cet aréopage, on travaille ce qu'on appelle le 30e degré, uniquement d'ailleurs, c'est intéressant. Et ce 30e degré est celui de chevalier kadosh. De manière générale, on appelle ça un chevalier kadosh. Il y a des filiations qu'on va trouver avec le CKS, le CKH, le KAES. Donc des filiations, on va dire, qui vont être plutôt templiers, purs, qui vont être plutôt kabbalistiques, qui vont être... Bon, il y en a beaucoup. Quand on va sortir du 30, là, effectivement, on va avoir le 31, 32 et 33. Donc, on va se retrouver avec les tribunaux, les conseils et le Conseil suprême, bien sûr, des 33e, pour arriver, au final, au 33e degré, ce qu'on appelle le souverain grand inspecteur général, 33e degré, du rite. OK. Alors, 4-14, 1, 15-18, 2, 19-29, 3, 30, 4, 31, 32, 33. Donc 7. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? La réponse, elle est oui, essentiellement au 4-14. C'est-à-dire qu'en général, à Memphis Misraïm, enfin au rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, au RA, PMM, donc je peux m'exprimer en disant Memphis Misraïm ou en disant les rites égyptiens, mais je parle bien de ça là et pas d'autre chose. On va pratiquer le 9e degré, qui est le maître élu des 9. Robert Ambelin, il tenait lui-même, il accordait une grande importance au 9e et au 32e d'ailleurs, au prince du royal secret. Et donc, le 9e degré, maître élu des 9, qui est le premier des degrés, des grades, en fonction du terme qu'on va employer, vengeur. Mais qui est de plus en plus en train de tomber en désuétude et de moins en moins pratiqué. La particularité du rite ancien primitif de Memphis Misraïm, c'est que du 4 au 14, non seulement, enfin, on pratique le 9, mais en général, donc ce n'est pas notre cas, parce que nous, on fait le 9, on fait le 12 et on fait tous les degrés. On fait le secrétaire intime, le prévôt et juge, on fait le maître intendant des bâtiments, et ainsi de suite. Mais en général, le rite écossais ancien accepté, le RE2A, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire un 4e maître secret, il va faire le 14e grand élu de la voûte sacrée, Jacques VI, et il va faire le 12e, c'est-à-dire le grand maître architecte. 12e grand maître architecte, c'est une école d'architecture créée par Salomon. Enfin, on quitte la mort quelque part d'Hiram pour rentrer dans une construction, la construction d'un édifice sous quelqu'un d'autre. Bien, de Hiram. Alors, Memphis Misraïm, on ne va pas faire le 12e par contre. Donc ça, c'est un premier point. D'autres écoles vont effectivement faire le 4 et le 14, bon ça tout le monde le fait en général. Alors là, je vais tout de suite, non pas faire une digression, mais expliquer quelque chose. Quand vous arrivez dans une pièce, il faut bien rentrer. Pour rentrer, vous franchissez une porte ou un sas. Et puis pour en sortir, effectivement, vous pouvez repasser par la même porte. En général, ça s'appelle une radiation. Mais sinon, vous avez tendance à prendre l'autre porte qui vous amène dans l'autre pièce. Donc vous entrez dans votre salon, et puis de votre salon, vous entrez dans la cuisine, et puis ou dans la chambre, ainsi de suite. Bien. Donc, dans la vie de tous les jours, en général, il y a une porte d'entrée et il y a une porte de sortie. Bien. Eh bien, dans le rite, c'est pareil. Dans la strate symbolique, la porte d'entrée est celle de l'apprenti, et la porte de sortie est celle du maître. Et entre l'entrée et la sortie, on travaille le compagnon. Dans le cadre de l'atelier de perfection, la porte d'entrée, c'est le 4e, maître secret, et la porte de sortie, c'est le 14e. Dans le cadre du chapitre, c'est le 15e qui est la porte d'entrée, la porte de sortie, c'est le 18. Donc le rose-croix, on a dit, je fais le rose-croix. Et après, dans le cadre du Sénat, la porte d'entrée, c'est le 19 et la sortie, c'est le 29. Dans le cadre de l'aréopage, bon, du 30, 31, 32, 33, là, ça devient intéressant. Car la porte d'entrée est aussi la porte de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra à un autre moment. Et puis, quand on sort de la strate symbolique, d'apprenti compagnon maître, qu'on arrive dans la strate philosophique, du 4 au 33, on va passer maintenant dans la strate hermétique. Et là aussi, on a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est le 34e degré, qui s'appelle le chevalier de Scandinavie.
Donc c'est un degré qui n'est pas forcément usité, il n'y a que quelques rares branches qui le pratiquent, nous l'avons pratiqué, mais c'est très particulier, c'est de la maçonnerie odinique, parce qu'il y a plusieurs maçonneries, la maçonnerie du bois, la maçonnerie de la pierre, la maçonnerie du fer, la maçonnerie odinique, la plupart a disparu, il ne reste quasiment plus qu'une seule, mais enfin ça c'est un autre problème. Eh bien dans le cadre de ce Chevalier de Scandinavie, on va étudier tout ce qui touche à l'Yggdrasil, ce qui va toucher aux runes, ce qui va toucher au monde scandinave, au moins évidemment les divinités, Thor, Odin, ainsi de suite. Bien. Et la déclinaison mystico, magie, runique, et ainsi de suite. Donc, ce 34e, qui va être la porte d'entrée de la strate hermétique, va avoir pour porte de sortie le 71, 72, 71e, pardon, qui est le patriarche des Védas sacrés. Donc, porte d'entrée 34, porte de sortie patriarche des Védas sacrés, dans lequel, là, on étudie effectivement la Bhagavad Gita, le Rig Veda, l'Atharva Veda, le Sam Veda, le Yajur Veda, les Brahma Sutras, les Upanishads et un ensemble d'éléments de la pensée de l'Inde, basés essentiellement sur l'école d'Adi Shankaracharya et donc de l'Advaita Vedanta. Entre ce 34 Chevalier de Scandinavie et ce 71 Patriarche du Véda sacré, il y a aussi un ou deux degrés qu'on va travailler. Parmi eux, il y en a un qui est le 66e, qui est le patriarche grand consécrateur, mais qui est un degré qui très souvent n'est conféré qu'après avoir obtenu d'abord le 95e, parce que c'est un degré en rapport, on dira, avec la prêtrise, avec la capacité de consacrer une loge. Ah oui, alors ça, il y a une grande mode actuellement sur le territoire français, réunionnais, c'est encore pire. N'importe quel comique consacre des loges maintenant. Bon, autrefois, il fallait quand même avoir un peu de bouteille, connaître son sujet, avoir reçu l'initiation, ainsi de suite. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On entend parler de certains grands maîtres qui donnent des délégations à des petits demi-grands maîtres pour qu'eux aillent alors qu'ils ne sont même pas au 4e. Enfin, c'est ça notre problème. Donc, c'est un patriarche grand consécrateur, et il y a aussi au moins un patriarche grand installateur, qui est le 65e degré, qui n'est pas forcément le même, et qui peut être cumulé par. Bien. Et il y a quelques autres degrés qu'on peut avoir l'occasion d'étudier. Par la suite, on va donc aller dans les strates qu'on retrouve, et là, je salue encore une fois nos amis d'Afrique, et en l'occurrence du Congo. Je pense que ça te fera plaisir, mon cher Kamango Orgus Junior, parce que effectivement, on va rentrer là dans ce qu'on appelle, si je puis dire, les arcana arcanorum, c'est-à-dire qu'on va toucher au rite de Misraïm pur, qui est intégré dans l'échelle des 95 degrés du RAPMM, avec le 87e, 88 et 89e, et où on aura ces clés de l'hermétisme, où en théorie on est censé les avoir, et on aura ces clés des arcana arcanorum qui ont fait couler tellement d'encre, qui sont aussi connus au 96e sous le nom de Secreto Secretorum, Arcana Arcanorum Secreto Secretorum, et qui en fait viennent du Thesaurus, enfin de ce que nous avait fourni la Rose-Croix d'Or alchimique d'ailleurs d'Allemagne au XVIIe siècle. On en a entendu parler avec les manifestes, la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis, et ainsi de suite. Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Mais ça, on en parlera aussi une autre fois. Eh bien, donc, il va y avoir cette... D'abord, on va conférer ces degrés, évidemment, et puis on va les travailler, les étudier. Et on va arriver au 90e degré, qui est celui du sublime maître du grand œuvre. Donc, le 90e degré qui va se travailler dans ce qu'on appelle un grand temple mystique, et qui sera dirigé par un grand maître de la lumière, et où là, le travail est particulièrement axé, contrairement à ce que croit le grand public. Enfin, moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis initié à ce degré, et j'y ai travaillé, j'y travaille et j'y enseigne. Donc, mon sujet, je le maîtrise. Et là, ce n'est pas de l'avantardie, c'est un fait. Donc, n'écoutez pas ces ânes qui racontent des bêtises, qui, eux, ne sont pas initiés et ne connaissent pas ces degrés. Ils parlent sans savoir de quoi ils parlent. Donc, dans ce sublime maître du grand œuvre, la partie alchimique, la partie théurgique aussi, astrologique, parce que l'hermétisme c'est un ensemble de sciences, il est plutôt vu au 87, 88, 89 en réalité, et au 90e on est dans de la Kabbale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, le Maaseh Merkava. On ne pratiquera pas de Kabbalah Maasit, de Kabbale pratique,
On étudiera par contre intellectuellement les données, le Sefer HaZohar. Sefer, c'est un livre, le Zohar, c'est la splendeur, donc le livre de la splendeur de Rabbi Shimon Bar Yochai du IIe siècle, ou de Moïse Cordovero en Espagne, si on préfère, au XIIe ou XIIIe, bon, peu importe, mais c'est la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est là-dedans. On étudiera bien sûr le Sefer Yetzira, on étudiera le Sefer HaBahir, le Pardes Harimonim, et bien évidemment tous les ouvrages en rapport avec le Harizal, avec le Haramhal, ou avec les maîtres ou les ténors de la Kabbale, qui a été connu dans l'histoire, mais on étudiera essentiellement une Kabbale hébraïque, judaïque, parce que ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne, elle est étudiée au 18e degré Chevalier Rose-Croix. Quand je parle de Kabbale chrétienne, je parle de ce courant du 15e siècle qui est né avec Pic de la Mirandole, entre autres, et puis après qui a vu un ensemble de personnes qui ont investi, si on peut dire, le système. Il y a une forme d'étude de Kabbale chimique, mais enfin, tout ça, ce sont quand même des grands mots qui font plaisir à ceux qui les ont créés ou à ceux qui veulent s'y référer. Pour ma part, que je pense quand même que quand on parle de Kabbale, il n'y en a qu'une seule. C'est en tout cas celle qu'on étudie au 90e, ou celle qu'on peut étudier dans une synagogue. Bien. Et donc, évidemment, on va approfondir des thèmes qui vont être déjà connus, ou théoriquement connus, parce que, je dis bien théoriquement, moi j'entends, j'apprends, alors je ne donne pas de nom, mais ça me brûle d'en donner, tellement les choses sont graves, mais je n'en donne pas. J'entends que des personnes qui n'ont jamais été vénées de leur vie, ou qui, subitement, parce qu'ils sont mariés ou pas avec la bonne personne, se retrouvent à devenir un TFPM, c'est-à-dire un 3 fois puissant maître, qui dirige un atelier du 4-14, et qui, de surcroît, n'a même pas une notion d'alphabet hébraïque. Enfin, c'est quand même extraordinaire et scandaleux. On ne peut pas accepter ça. Je ne comprends pas. Arrêtez de vous faire la guerre à l'international et mettez un peu d'ordre dans vos chapelles. Parce que ça n'est pas admissible. À moins qu'effectivement, cette situation reflète au final votre esprit, vous qui êtes censé les diriger. Donc à un moment donné, il faut quand même recadrer les choses. Un maçon, depuis qu'il entre en maçonnerie, je fais là une digression, mais je vous assure, on va revenir à l'arborescence des degrés. Un maçon, mais d'abord, s'il est ignorant, il va chercher à comprendre, à découvrir. En tout cas, au RAPMM, on lui fait flasher dès le début de l'initiation. Il le retrouve au second et ainsi de suite. Mais le G, la gnose, donc la connaissance, mais la connaissance intellectuelle déjà, et puis connaissance et savoir, mais aussi expérimentale. Donc il y a quand même tout un cursus d'études. Un cursus qui doit amener intérieurement, avec le solve et le coagulat, un travail d'alchimie interne, d'alchimie spirituelle, qui doit se faire sur sa nature animale, sur son nigredo, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge, et aussi, pourquoi pas à un certain degré, l'œuvre jaune, qui facilite. Bien. Oui, mais cette transformation doit s'opérer petit à petit, à travers les rites, les rituels, les études, sous la guidance d'un maître bienveillant, premièrement, et d'un maître scientiste, deuxièmement. Mais au jour d'aujourd'hui, tristement, c'est un constat, une réalité. Les maîtres bienveillants, il y en a de moins en moins, et les scientistes, il n'y en a quasiment plus. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Écoutez, moi, je suis rentré en franc-maçonnerie il y a très longtemps, et j'ai prêté un serment devant Dieu. Donc, mon engagement, je l'ai pris avec Dieu. Appelez-le grand architecte, appelez-le Allah, Jéhovah, Brahman, Bhagavan, appelez-le comme vous avez envie. Et c'est ça l'engagement que j'ai pris. J'ai pris l'engagement d'essayer d'être quelqu'un de meilleur, de me transformer, de devenir meilleur. Et au fur et à mesure, eh bien, d'offrir à tous les êtres humains, si je le peux, et dans un premier temps à mes frères et sœurs en loge, eh bien, de leur offrir ce que j'aurais pu comprendre ou percevoir de la divinité qui est infinie, bien évidemment, pour leur faire bénéficier de ce parcours et les aider à avancer. Mais quand je constate, et je ne suis pas le seul à le constater, vous le savez, lorsque je constate ces divisions, ces tensions, ces guerres, ces diffamations, ces médisances, ces mensonges, ces escroqueries, ces vols, cette débauche, et pire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la franc-maçonnerie? Elle ne mérite pas ça. Vous n'êtes pas à votre place. Vous salissez
une organisation magnifique et merveilleuse par votre comportement qui est ignoble, qui est indigne des serments que vous avez prêtés. Et une chose que je trouve particulièrement inquiétante, c'est que, à côté, certains voient et ils laissent faire. Mais qui ne dit mot consent. Mais enfin, si vous êtes des maîtres spirituels, mais admettons, on ne parle pas de spirituels, si vous êtes des maîtres maçons ou des grands maîtres, si vous êtes des 33e degrés, comme moi-même, si vous êtes un 95e degré, patriarche, grand conservateur, comme moi-même, mais enfin, vous devez intervenir. Mais quel serment est-ce qu'on a prêté? Parce que moi, je sais quel serment j'ai prêté, je sais quel rituel j'ai vécu. Vous, vous avez dû vivre le même. Ou alors, vous êtes des usurpateurs, des imposteurs. Enfin, à un moment donné, il faut savoir. Et c'est pour la raison pour laquelle j'invite plus d'une fois tous ceux qui se proclament ou qui affirment certaines choses. Moi, je vous invite à venir débattre officiellement sur un plateau de télé, ou quand vous le voulez, où vous voulez, avec moi-même, sur les sujets de la science initiatique et de la science sacrée. Parce que il faut arrêter de berner des frères et des sœurs, il faut arrêter de berner des humains avec des paroles qui sont fallacieuses, qui sont fausses, qui sont creuses. Je le dis et je vous le redis clairement, mes amis, il y a énormément de coquilles vides en franc-maçonnerie. C'est une réalité. Et il y a tristement beaucoup trop de personnes qui ont pris le mauvais côté, qui ont pris le côté obscur comme chemin et qui ont sombré dedans. C'est triste pour eux-mêmes, mais c'est triste parce qu'ils salissent une organisation qui, elle, est extrêmement belle. Vous ne serez jamais déçus de la franc-maçonnerie, de la vraie. Mais par contre, oui, vous serez déçus des francs-maçons. Je vous le dis et je vous le confirme. Revenons maintenant à notre échelle de degrés. Nous étions au sublime maître du Grand Trône, 90e. Puis après, en général, donc il y a de 91, 92, 81, 94. Alors bon, certains rebaptisent les degrés. Alors le 94 devient un grand administrateur, mais il n'était pas forcément. Enfin bon, bref. Et le 95e degré, le patriarche, grand conservateur du rite. Un vrai patriarche, grand conservateur du rite, un vrai 95e, ne peut pas ne pas connaître le rite. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est censé être en haut de la pyramide, mais il ne connaît rien du rituel. Vous lui, quand il arrive, vous lui dites, tiens, voilà l'épée de l'expert ou le bâton de maître de cérémonie, donne-moi un coup de main, il n'y connaît rien. Enfin, comment c'est possible? Vous vous rendez compte? C'est que vous allez dans un hôpital voir un chirurgien qui est censé avoir fait 13 ans d'études, qui va opérer votre cœur, celui de votre femme, de votre fils, de votre père, ou peu importe, mais il n'y connaît rien, il ne sait même pas c'est quoi un scalpel. C'est inquiétant, moi ça me fait peur, parce que je ne veux pas que ce gars-là touche à mon cœur. Donc, c'est la situation actuelle, ils s'autoproclament, on leur file des bouts de papier après 4 whisky sur un bord de bar, je ne sais pas où, et on a un troupeau de comiques, quoi. Bien. Et je le dis parce que c'est ces comiques-là qui passent leur temps en fait à ennuyer les gens et moi à m'ennuyer en permanence. Alors, il faudrait que ça s'arrête, hein, parce que contrairement à eux, et sans vouloir faire preuve de vantardise, moi je suis un vrai. Donc les choses sont claires. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je suis un homme vertueux, ça ne veut pas dire que je vole dans le ciel ou que j'ai des pouvoirs mystiques, pas du tout. Mais j'ai vraiment fait mon parcours, j'ai vraiment eu mes initiations, j'ai rien volé moi, j'ai fait du début jusqu'à la fin. Bien. Alors, pour revenir à ça, donc on arrive au 95e, donc le 95e degré, lui, se travaille, si on peut dire qu'on travaille ce degré, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle un souverain sanctuaire. Alors là, les souverains sanctuaires, mes amis, ça, c'est la source des grandes guerres. Donc, un souverain sanctuaire est composé, alors il y a plusieurs écoles, mais en règle générale, on va en retenir 2 d'écoles, pas plus. Première école, dans le souverain sanctuaire, il n'y a que des 95e, point à la ligne. Terminé. Deuxième école, dans le souverain sanctuaire, il y a des 95e et, ET, des 90e. Bien. Mais ils n'ont qu'un avis consultatif, ils sont présents. Bien. Un peu comme des compagnons et des maîtres. Maintenant, un souverain sanctuaire va être dirigé par un président du souverain sanctuaire qui est en général choisi à l'unanimité des membres. C'est en général comme ça que ça se passe, mais ça n'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, les membres vont élire, de manière entre guillemets démocratique, mais la démocratie n'a pas trop sa place en Égypte, enfin, à moins qu'on puisse me montrer qu'un pharaon en Égypte
avait donné la parole au peuple pour prendre une décision, au même titre d'ailleurs que j'ai pas beaucoup vu de roi de France laisser au peuple prendre ses décisions. Donc, à un moment donné, il faut être clair, soit on est en démocratie, soit on ne l'est pas. Donc, je ne suis pas très convaincu qu'on est censé l'être. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, il va être élu, et une fois qu'il est élu, il va occuper une fonction, comme la fonction de vénérable maître, il a une fonction qui est celle qu'on appelle de souverain grand maître, hein, mais qu'on va utiliser comme chiffre le 9-7, c'est-à-dire le 97e degré. 97e, ça veut dire qu'il est président d'un souverain sanctuaire national. L'Allemagne a un souverain sanctuaire, le président du souverain sanctuaire de l'Allemagne est 97e. Je crois que Theodor Heuss, en tout cas qui a été grand maître mondial, mais le Theodor Heuss, il me semble, était justement 97 en Allemagne, qui est celui qui a précédé, si je ne dis pas de bêtises, John Yorker, il faudra que je vérifie, mais enfin, il me semble que c'est ça, ou qui a fait suite plutôt, peu importe. Eh bien, en France, il y a un souverain sanctuaire national de France, et le 97e, donc, va le présider. Le 97e, pour avoir une aide, un bras droit, si je puis dire, va nommer, donc c'est une nomination, ce bras droit. Et ce bras droit, lui, il va avoir pour chiffre le 96e. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 96e et le 97e, dans ce contexte administratif de fonction de présidence ou de numéro 2, ce sont des fonctions. Mais tous sont 95e. Donc un 97e n'est pas supérieur à un 95e d'un point de vue initiatique. Un 96e qui est l'assistant grand maître ne sera pas supérieur d'un point de vue initiatique à un 95e. Pour autant, depuis John Yorker, John Yorker lui-même ayant été 96e, c'est un grand hiérophante en son temps, eh bien, il existe aussi un 96e qu'on reçoit par initiation. Donc là, il faut bien faire la différence entre le 96e administratif, qui est le substitut grand maître national, le bras droit numéro 2, et le 96e initiatique, où on reçoit une initiation sans pour autant être substitut du 97e. Alors, y a-t-il une initiation au 97e, puisqu'il est élu le 97, est-ce qu'il y a une initiation? Pour qu'il y en ait une, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit à minima au 97 et idéalement au-dessus. Donc comment ça fonctionne? Le souverain sanctuaire international, à l'époque où il avait sa raison d'être, ou qu'il existait, ou qu'il était valable, enfin je ne veux pas dire que les souverains sanctuaires internationaux actuels ne sont pas bons, ils sont ce qu'ils sont, moi je ne suis pas là pour les juger, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'ailleurs, j'ai refusé plusieurs fois des fonctions, et c'est pas pour rien, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler tout simplement en loge bleue, en apprenti compagnon maître. C'est là où il y a vraiment un beau travail à effectuer et où on peut apporter une aide au final à des chercheurs sincères et les aider à avancer. Tandis que là-haut, ils passent leur temps à se battre. Donc, moi, je trouve ça dommage. Et j'ai pas envie de rentrer dans ces bagarres et encore moins de me retrouver dans une guerre de plus que j'ai même pas demandé encore une fois. Alors, c'est bien gentil, mais bon. Laissez-nous tranquilles, on est très heureux comme ça, on aime bien aller à la plage, on aime bien manger une paella, on aime bien aller manger un robazave ou autre, des plats typiques de la Réunion, et ça nous convient très très bien, ça nous suffit, on prend un bel ouvrage, on étudie un bon texte, d'une Bhagavad Gita ou d'une Torah, et on est très bien comme ça. Alors gardez pour vous vos grands titres, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, nous faisons notre chemin. Pour revenir, le grand maître mondial, qui était Robert Melin, donc, est un 99e, ce qui est un peu logique. Si tous les patrons, les présidents, les souverains, grand maître général ou le grand maître général, il y a plusieurs termes, donc j'essaye de rester accessible avec les mots pour ne pas se perdre, parce que c'est souvent des termes longs, qui paraissent pompeux, mais qui en fait définissent des principes précis, mais enfin bien, ça a tendance quand même à cultiver beaucoup l'ego des uns et des autres, à mon sens. Tous ces 97e, les patrons de tous ces souverains sanctuaires, quand ils se réunissent ensemble, décident, entre guillemets, d'élire, de choisir quelqu'un qui va les présider eux. Et donc cette personne qui va les présider va devenir un 99e, un grand maître mondial, lequel 99e va nommer son bras droit, comme pour le 97 qui avait nommé le 96, le 99 va nommer son bras droit qui va être le 98e. Je crois qu'à l'époque de Robert Melin, je crois que c'était Pomerleau. Si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, quelqu'un d'extrêmement riche d'ailleurs. Il prenait l'avion du Canada, je crois, pour venir assister une tenue en France, à Roubaix ou je ne sais plus où, et puis il repartait après. Bref. Donc voilà un peu l'arborescence, l'échelle des degrés.
Il est évident que malheureusement tout ça s'est beaucoup monté à la tête de plusieurs personnes. Et il y a eu bien sûr ces combats d'ego. Nous ne sommes tous que des êtres humains. Il n'y a personne qui n'est Dieu ou un ange, quoi que ce soit. Et tristement, ça a dégénéré. Mais au moins là, vous comprenez le système. Alors, pour revenir sur l'arborescence donc, de ce rite, on va avoir ces 95 degrés et certaines personnes que j'ai connues, enfin avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, d'autres que je n'ai pas connues, mais avec qui j'ai eu une relation soit interposée, soit, bon, peu importe, vont décider de changer cette échelle de degrés, soit pour les adapter à leur vision, ce qui est une erreur, soit pour l'orienter dans ce qu'ils aiment le plus, ce qui est une erreur encore plus grave. A minima, pourquoi c'est une erreur? Parce que quand on est un 95e grand patriarche conservateur du rite, on est grand, ok, patriarche, d'accord. On est quoi? On est conservateur du rite. On doit le conserver, s'assurer qu'il est reçu, pratiqué et transmis. On n'est pas des grands modificateurs du rite, des conservateurs. Or, malheureusement, on se rend compte que ceux qui sont passionnés par le martinisme vont faire en sorte de travestir le rite pour lui donner une orientation martiniste. Donc le martinisme vient de Louis-Claude de Saint-Martin, qui a arpenté une voie cardiaque, qui auparavant était secrétaire de Martinez de Pascali. Donc c'est tout l'univers des élus Cohen, enfin bon bref, et de la théurgie. Et donc ça vient de là. D'autres vont l'orienter de manière plus alchimique, parce qu'ils sont passionnés d'alchimie, donc ils vont vraiment là-dedans, et là, subitement, ils vous inventent des théories fallacieuses, et ils voient l'alchimie partout, à tous les coins de rue, dans la tasse de café, dans le vélo, dans la cuillère, dans l'encens, enfin bon, là où il n'y en a pas, ils en voient, quoi. En fait, c'est dans leur tête. D'autres vont tristement être passionnés par la mystique juive, ou la Kabbale, bon, peu importe comment vous l'appelez, et donc vont vouloir orienter vers la Kabbale, et ainsi de suite. Et ce sont des erreurs. Et c'est comme ça que sont nés un ensemble de rites ou d'échelles de degrés, souvent qui vont du d'apprenti au 95, mais ensuite d'autres l'ont transformé. Bon, là, je pense à Ludovic Marcos en 57 au Mont-Orient, qui nous a quittés il y a 3 ans. Quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, mais bon... enfin, on a le grand ordre égyptien, ce qu'on appelle le GO, le grand ordre égyptien du GODF, c'est-à-dire du Grand Orient de France. Bon. Le 33e degré, c'est le même que le 95e. Il porte le même nom, le même titre et tout, on a juste changé le chiffre, parce que, bon, un ensemble de raisons, je ne vais pas jauger, je ne vais pas juger de cela. Ça devenait plus acceptable, conformément au RE2A, d'avoir aussi 33 degrés, sauf que les équivalences ne sont pas forcément évidentes à faire, parce que du coup, le 33e dans l'échelle des 95, c'est le même que celui des 33 du RE2A. Donc les autres degrés, je vois pourquoi on les ramènerait. Pour autant, effectivement, on avait commencé ce travail dans le cadre de la commission rituelle, lorsque j'étais à La Réunion, à l'île Maurice aussi, on l'avait fait pour rendre accessibles certains degrés, et plusieurs l'ont fait, plusieurs prédécesseurs, plusieurs ont voulu. Certains, tristement, ont voulu égyptianiser le rite, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, connaître, savoir, c'est qu'en fait on dit que le rite ancien et primitif de Memphis, Misraïm, c'est un rite égyptien. Bon, d'accord. Écoutez, moi j'ai bien étudié les rituels, j'aimerais qu'on me montre ce qu'il y a de réellement, profondément égyptien, à certains endroits. La réalité, elle est qu'il y avait une mode, une vogue, une mode de pensée qui était comme ça à l'époque, et où effectivement il y avait ces passions, l'Égypte, en fait tout le monde était là, c'était l'Égypte, c'était la grande période, et donc ils se sont un peu excités. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une mauvaise compréhension du vocabulaire. Je crois qu'il y a, alors là j'ai oublié comment il s'appelle, je crois que c'est Denis Labouré qui intervient dans une vidéo, dans un de ses livres, donc dans un livre sur Cagliostro que j'ai ici, qui est pas mal du tout d'ailleurs, un peu onéreux mais très intéressant, et qui dit une grande vérité, c'est que dans le langage de l'époque, quand Cagliostro parlait de l'Égypte, ou quand on parlait de l'Égypte ou des Égyptiens à l'époque, on ne parlait pas d'Égypte antique, on parlait essentiellement de l'église copte, donc on parlait de ce qui était en Orient, on faisait référence à ça.
Et au jour d'aujourd'hui, on va interpréter le mot différemment. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez des rituels où subitement vous retrouvez des dieux égyptiens présents, ou des déesses, et vous dites tiens, c'est marrant, ça vient d'où? Bon voilà, c'est là. Vous en avez d'autres où c'est plus du tout le cas, vous vous retrouvez avec l'arbre séphirotique, avec des noms en hébreu, l'ange ici, l'ange là-bas, vous dites ben, je comprends pas, mais lui ça vient d'où celui-là? J'ai pas vu ça. Donc tout un univers, et vous comprenez qu'effectivement il y a eu tristement des variables, des variantes, des adaptations qui ont été effectuées par des personnes pas forcément mal intentionnées, mais qui, au lieu d'assumer leur rôle et leur serment de conservateurs, sont devenus des réformateurs ou des créateurs. Bien. Et puis, dans les rites égyptiens, en fait, le rite égyptien de Memphis, Misraïm, ancien primitif, très souvent s'inspire beaucoup en réalité du rite de Misraïm. Mais pourquoi? Il y a une raison simple. Au début, il y avait le rite de Misraïm, et après, certains ont été virés, et ils ont créé le rite de Memphis. Et puis après, à un moment donné, ils ont voulu unir les deux, c'est tout. Mais au final, ça vient du Misraïm, non? Donc là, vous devez être content, l'Afrique. Bien. Alors, le rite de Misraïm, d'ailleurs, sera l'occasion d'un autre cours, d'un autre échange. Il y en a plusieurs, donc de plusieurs endroits, de plusieurs tendances. Il y en a qui peuvent être très hermétiques, très théurgiques, très kabbalistiques. D'autres aussi qui peuvent être, dans le cadre du rite de Misraïm, figurez-vous, très templiers. Depuis l'époque de Cagliostro, s'il vous plaît. Rite précurseur d'ailleurs, hein, parce que quand moi j'entends parler du droit humain, de Marianne Reims, des sœurs, de l'ouverture et tout, bon je veux bien, mais enfin écoutez, nous dans nos rites égyptiens en 1754, en 1754 en Lettonie, nous avions déjà une loge mixte. Donc, question avant-gardiste, je crois qu'on était déjà bien présents, quoi, hein, donc on se positionnait pas mal. Alors il faut aussi capter une chose. Et on va conclure là-dessus d'ailleurs, parce qu'on est à 45-46 minutes, on va essayer de ne pas dépasser une heure. Il faut comprendre que les rites égyptiens et le rabbin même a évolué en marge ou en parallèle plus exactement. Il est aussi ancien que d'autres systèmes, comme je pense à l'Angleterre là. Et il va évoluer, mais il va évoluer en parallèle. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de l'union de 3 ou 4 loges dans l'Oie et le Grill en Angleterre, et puis la création de la GLUA, la Grande Loge Unie d'Angleterre, en 1717. Il ne vient pas non plus de la loge Kilwinning numéro 0 au XVIe siècle, ou d'une loge du XIIe ou XIIIe siècle quand les Templiers ont été protégés par Robert de Bruce. Il ne vient pas donc de ce premier rite qu'on appelle primitif, ou le rite du mot maçon, ces rites anglais. Et donc, du coup, il vient vraiment de ces milieux ésotériques, occultes. Certains vont dire qu'il vient d'Égypte, suite à Napoléon qui a fait la campagne d'Égypte et qui vous l'aurait ramené, ou en tout cas certains officiers l'auraient ramené. Bon, là, on peut rentrer dans des débats techniques, mais en tout cas, il a sa propre évolution, sa propre existence, et c'est une famille de rites qui effectivement évolue en parallèle, et donc qui a ses propres origines, quand bien même il se situe effectivement très bien dans le paysage maçonnique actuel. Maintenant, il s'avère que le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm, j'ai changé à un moment donné, on était un peu copains avec Alexandre Moriasson qui a écrit La Lumière sur le Royaume, mais il y avait quelqu'un d'autre qui bossait avec lui, son prénom m'échappe, ça va me revenir. On échangeait sur des données des pointues, techniques, des choses particulières, de spécialistes, je ne veux pas dire ça, mais très techniques, quoi. Et il me dit, à un moment donné, il m'écrit, il me dit, écoute, la maçonnerie en général, les grégores, l'énergie n'est pas forcément top, mais alors le rite de Memphis Misraïm, c'est pourri. Je dis quoi? Il me dit oui. Et ben voilà, vous m'expliquez. Non, c'est complètement pourri, et en fait, c'est entre autres pour des raisons où il y a eu des fortes influences des milieux ésotériques suite à la création par Mathers de la Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'Homme Doré. Il y avait donc 3 maçons qui étaient à la SRIA, la Société Rosicruciana Sienenglia. Ils sont sortis de là, ils ont créé un truc.
Et puis il y a eu un ensemble de choses. Et parmi les gens qui ont évolué dans cette société de la Golden Dawn, il y a eu Aleister Crowley, qui a été un mage noir, si on peut dire, enfin très connu en tout cas en son temps, et qui a beaucoup influencé, détruit même, je dirais, parce que bon, et qui s'avère avoir été aussi 95e degré du RAPMM. Donc du coup, il a fait un travail, on pourrait dire négatif, de sape, mais pas forcément apparent, plutôt sur les strates un peu plus subtiles, si je puis dire. Donc du coup, il y a quand même une charge négative relativement lourde, et c'est peut-être ce qui expliquerait, d'un point de vue métaphysique en tout cas, parce qu'on ne peut pas mettre ça dans le cadre de la raison ou de la logique aristotélicienne, mais dans le cadre de la métaphysique, qui expliquerait ces guerres incessantes, ces divisions. Je vous rappelle que le mot diviser, division, qui vient de dia, diable, donc est le propre du mauvais côté, le propre de ça et puis le temps. Et la guerre aussi, bien évidemment, est un ensemble de démons dans la démonologie. Et donc, du coup, d'une certaine manière, les dirigeants Watt finissent par être attaqués ou influencés symboliquement ou concrètement. Allez savoir. Moi, je ne veux pas trop affirmer de choses, parce que la métaphysique, certes, est passionnante, mais en attendant, il faut quand même avoir les pieds sur terre et avoir un raisonnement cartésien, scientifique, dans l'approche de la spiritualité, tout en ayant la foi en Dieu. Soyons bien clairs. Dieu qu'on peut très clairement définir. Moi, je parle du Dieu unique, appelez-le Jéhovah, Allah, Bhagavan, ça c'est autre chose. Donc, il pourrait être sous influence d'entités négatives, et effectivement, dans les échanges intellectuels que j'ai eu l'occasion d'avoir avec certains maîtres actuels, je pense à Griffin qui est en Allemagne, je pense à sa grande ennemie d'ailleurs, pas le froid, enfin bref, il y a une guerre pas possible là-bas, et puis bon, dans ce que j'ai compris, quand on a discuté, on était censé signer des traités d'amitié, j'ai écouté. Moi, je suis dépositaire d'un ensemble de choses, d'un ensemble de rituels, de quasiment toutes les strates, dans certains trucs. L'égrégore du rite est déjà suffisamment malsain. Alors, si c'est pour se connecter à un truc de pas intéressant, bon, bah, c'est juste pour avoir un bout de papier signé en plus, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis assez prudent quand même, et du coup, j'ai préféré prendre du recul par rapport à ça. Et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous positionnons d'une manière très claire, c'est-à-dire qu'on prend un recul énorme par rapport au rite égyptien en règle générale, au rite ancien primitif de Memphis-Misraïm. Donc ce recul, on le prend, on veut de la distance, on ne veut pas être assimilé et mélangé à ce que j'appelle ces barjots. Barjots d'un point de vue déjà humain, avec ils ont un problème psy, c'est pas possible, ils sont capables de vous dire que c'est vous qui l'avez, mais en fait c'est eux qui l'ont. Et d'un point de vue métaphysique, je ne suis pas convaincu que ces gens sont très sains. Donc, nous avons effectivement une loge, et une seule maintenant, qui travaille au vrai rite ancien primitif de Memphis-Misraïm. Cette loge s'appelle Théopolis, pour être clair. Elle est patentée, elle a sa patente, tout est nickel, conforme et tout, qu'on s'est comme il se doit, au moment où il fallait, ainsi de suite. Et c'est une forme de lignée royale pure. Eh bien, en dehors de celle-là, nous ne sommes pas du tout dans cette dynamique d'ouverture d'autres rites égyptiens, parce que tristement, et encore moins de se mélanger aux autres. Non, on ne veut pas entendre parler des autres, on préfère travailler dans le rite templier, on préfère travailler dans le rite écossais ancien accepté, on préfère travailler dans pour certains qui sont très... On a un groupe de sœurs qui a créé une loge féminine qui travaille au RER, au rite écossais rectifié, parce qu'elles sont toutes chrétiennes et assez impliquées là-dedans. Pourquoi pas? Ça n'est pas mon cas, mais pour autant ça ne me gêne pas. Donc, bien au contraire, on va les aider dans ce sens. Donc voilà, nous prenons du recul, et lorsque nous voyons les grands, comment dire, ces gens-là, quoi, je veux dire, j'ai même du mal à les appeler des frères ou des sœurs. Enfin, quand je vois leur comportement, enfin, je trouve ça lamentable. Je vous le dis clairement, c'est même honteux. Et donc, nous ne voulons vraiment pas, s'il vous plaît, retenez bien cela, nous ne voulons pas être assimilés à ces personnes. D'autre part, en guise de conclusion, je dirais ceci. Écoutez, la franc-maçonnerie est censée être une école initiatique. Les rites et rituels sont là pour nous permettre de passer des portes en nous-mêmes, de nous amener à étudier des grandes civilisations, des grandes cultures,
des courants de pensée, à comprendre l'humain, l'humanité dans son évolution, dans son développement, et donc à se comprendre soi-même, à l'intérieur, qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller. La franc-maçonnerie a toujours été normalement déiste ou théiste, peu importe. C'est-à-dire qu'elle reconnaît effectivement ce qu'on appelle en franc-maçonnerie un grand architecte de l'univers, et puis qu'à une autre strate on appelle un suprême architecte de tous les mondes, et à une autre strate le sublime architecte du monde, et ainsi de suite. Donc, elle est là pour nous donner des grandes pistes, pour nous amener à travailler certes sur nous, à travailler sur ces notions, mais elle est essentiellement là, c'est-à-dire qu'elle doit être là pour nous amener à être quelqu'un de meilleur. Si la franc-maçonnerie, au lieu de faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de charitable, quelqu'un de bienveillant, si au lieu de faire cela, elle crée chez vous le culte de votre ego, elle vous transforme en quelqu'un qui dit de mauvaises paroles, elle vous transforme en quelqu'un qui, quand il commence, ne buvez pas d'alcool, et au bout de 6 mois de tenue, il est alcoolique. Il prend une personne qui a toujours une vie de famille normale, et puis au final, au bout d'un an, il est débauché, il va à Madagascar, il s'envoie toutes les gamines qu'il trouve, enfin, mais je veux dire, il faut arrêter, mais ils sont tous devenus fous. Donc, si c'est pour faire de vous quelqu'un d'encore plus mauvais que ce que vous êtes à l'origine, mais surtout, il ne faut pas que vous soyez maçon, ne devenez pas maçon. De plus, je souligne et précise, qu'il n'y a aucun besoin d'entrer dans quelque école initiatique que ce soit pour arpenter la voie du juste, le sentier de la rectitude. Il n'y a qu'une seule école initiatique, mes amis, mes frères, mes sœurs. Une seule, c'est l'école de la vie. Quand vous venez au monde, Dieu a décidé que vous venez au monde. Votre âme s'incarne, bien. Et vous allez partir de ce monde. Une porte de sortie, encore une fois, une porte d'entrée, et une porte de sortie. Plouf, bien. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette période? C'est là l'école initiatique. C'est là où vous devez être quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, un maître. Mais c'est quoi un maître? Quelqu'un qui fait 10 fois 10 cm? C'est quoi un maître? C'est quoi? Le maître du monde, mais il n'est pas maître de lui-même. Un maître maçon, un vrai maître, c'est quoi un maître spirituel? C'est quelqu'un qui est maître de lui-même. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même au quotidien. À chaque seconde, à chaque moment. Surveillez vos portes d'entrée, n'écoutez pas n'importe quoi, ne regardez pas n'importe quoi, ne dites pas n'importe quoi, ne mangez pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Comportez-vous selon une règle. À Manfis Misraïm, il y a l'équerre, le compas et la règle. Une règle. 24, peu importe, il y a la règle, une règle. Il faut suivre une règle de conduite. Il faut suivre une morale, c'est-à-dire qu'il faut avoir un comportement correct. Certes, dans ses pensées, oui. Dans ses paroles, oui. Dans ses émotions, oui. Mais d'abord, surtout et avant tout, dans ses actions, c'est-à-dire dans ses comportements. Combien de francs-maçons sont des voleurs? Beaucoup trop. Combien de francs-maçons sont des débauchés? Beaucoup trop. Et on peut continuer comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est n'importe quoi. Donc il faut d'abord effectivement avoir ce code de conduite morale, ces valeurs qu'on retrouve partout. Je vais prendre l'exemple du vol. Est-ce que la religion chrétienne dans les évangiles dit tu voleras? Elle ne dit pas tu voleras. Au contraire, elle dit tu ne voleras pas. Est-ce que la religion musulmane te dit tu voleras dans le Coran ou dans la Sunnat? Mais non. Ou dans les hadiths. Au contraire, elle te dit tu ne voleras pas. Est-ce que le judaïsme, dans la Torah ou le Shulchan Aruch ou d'autres textes, te dit tu voleras? Non, te dit tu voleras pas. Ok. Est-ce que l'hindouisme, dans les Védas, dans les textes sacrés de l'Inde, et tout, te dit tu voleras? Non, il te dit non, surtout tu voleras pas. Et le bouddhisme, alors, dans les sutras, il te dit tu voleras? Non. Et le code civil te dit tu voleras? Non. Et la morale, ou même pas la psychologie, ou la simple raison. Tu as envie qu'on te vole, donc tu veux pas. Bon, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, sinon c'est l'anarchie. Donc très concrètement, il n'y a même pas besoin d'être religieux. Quel que soit le système, on nous dit tu ne voleras pas. Alors voilà, là, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Je veux dire, et le franc-maçon, il vole? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est lamentable. Si un franc-maçon, il vole, il n'est pas un franc-maçon. Soit il est un parjure, soit il est un traître, soit il est un infiltré du mauvais côté. Mais il n'est pas un franc-maçon. Parce qu'un franc-maçon, il est honnête.
c'est un homme honnête, avec un grand H. Donc le premier travail à faire, si tu te rends compte que tu as fait des écarts, travaille déjà sur le fait d'arrêter, premièrement, de voler, deuxièmement, de réparer les vols que tu as pu commettre, évidemment, pour essayer de retrouver un statut, de te reconstruire. Mais si tu ne fais pas ça, à quoi ça sert le reste? Et on peut prendre des exemples comme ça à l'infini. Mais le vol, c'est pas juste voler 50 euros. Le vol, c'est aussi le vol intellectuel. C'est voler une image, c'est voler un statut, c'est voler un titre, c'est voler un diplôme, c'est voler un sautoir que tu ne mérites pas ou que tu ne dois pas porter. C'est voler l'identité d'un autre, c'est voler le savoir d'un autre et faire croire qu'il est à toi, tout en plus en dénigrant l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous vous faites appeler maître, vous vous faites appeler vénérable maître, vous vous faites appeler grand maître, vous vous faites appeler grand maître général, grand hiérophante mondial, vous êtes surtout des grands barjots, oui, c'est ça la vérité. Donc, il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter les conneries, il faut recentrer le travail sur vous-même, premièrement, et travailler un peu en bas, et c'est-à-dire mettre en place des bases, des socles, qui sont extrêmement importants à toute démarche spirituelle, à toute démarche initiatique, telles que justement la charité, la bienveillance, l'amour, la bonté, l'honnêteté, la rectitude, et donc, bon, respecter un peu la hiérarchie aussi, ça serait bien, et c'est en remettant cela en place que vous allez effectivement pouvoir travailler, construire avec vos frères et sœurs en loge, avec le rite ancien primitif de Memphis Israël, vous allez pouvoir travailler, mais aussi et surtout, vous allez pouvoir construire votre temple intérieur. Vous allez pouvoir retrouver votre partie divine qui est en vous et donc devenir, vous connecter à l'être suprême. Mais si tout ce que vous faites ne vous amène pas à ça, ben alors arrêtez. Arrêtez. La vraie franc-maçonnerie veut un monde meilleur, oui, mais elle considère que pour qu'il y ait un monde meilleur, il faut que l'individu d'abord il soit meilleur. Donc la vraie franc-maçonnerie, ce qu'elle veut que vous deveniez quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant. Vous êtes fâché avec un voisin ou avec une copine à l'école ou je ne sais pas quoi d'autre, arrêtez tout ce que vous faites. Allez vous réconcilier avec cette personne. Demandez-lui pardon si vous l'avez offensé. Réparez, construisez. C'est cela la franc-maçonnerie, c'est cela la franc-maçonnerie égyptienne. Et j'espère avoir pu vous apporter un petit éclaircissement sur l'arborescence avec quelques digressions, je le conseille, dans ce cours qui est donc dédié et dédicacé à nos frères et sœurs de toute l'Afrique, mais également de Madagascar, de la zone océan Indien, et plus spécifiquement, bien sûr, à nos frères et sœurs du Congo et à mon ami qui m'a l'air d'être très intéressé par la maçonnerie de Misraïm, me semble-t-il, et autres. Mon ami Kamongo Orcus Junior. Je pense aussi à mes frères, et à mes frères essentiellement d'ailleurs, aux Philippines. Je pense à notre frère Yvan Aubertin, que je salue, qui fait un travail magnifique en Philippines, qui développe du mieux qu'il peut en apportant tout son savoir et sa connaissance, le Mark Master Mason, c'est-à-dire le rite de la marque, ainsi que la Royal Ark Mariner, c'est-à-dire les nautonniers de l'arche royale, qui travaille l'arche aussi bien sûr, donc essentiellement les rites anglais, d'accumulation. Je salue bien sûr nos frères et sœurs qui sont en Europe et avec qui on a l'occasion de travailler en Angleterre, en Suisse. Et je salue en leur disant Shalom, Salam, paix, Pax, tous les frères et ou sœurs de Memphis Misraïm, en leur disant écoutez, essayez de revenir dans le droit chemin, et si vous n'y arrivez pas, quittez ce rite, ce sera la meilleure chose que vous pourrez faire pour rendre service à ce rite, parce que malheureusement actuellement, il n'y a quasiment plus beaucoup de vrais maçons d'Égypte et de vrais maçons de Memphis Misraïm. Je vous aime, bonne continuation à vous. C'était Stéphane Brett, île de la Réunion, cours sur le rite ancien et primitif de Memphis Misraïm.